L'Amérique traverse un moment charnière, presque irréel, où le monde du travail semble se désintégrer sous nos yeux. Les usines tournent au ralenti, les bureaux se vident, et ce qui autrefois portait le rêve d'ascension sociale ressemble maintenant à une machine qui se grippe, lentement mais sûrement. En l'espace de quelques mois à peine, plus d'1 million de postes ont disparu. Les recrutements reculaient à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 2011. Et paradoxalement, les secteurs qui avaient la réputation d'être les plus sûrs sont aujourd'hui les premiers à multiplier les licenciements. Tout le monde le ressent, la classe moyenne, les jeunes diplômés, et surtout les ménages les plus vulnérables, qui vivent déjà une récession dont personne n'ose prononcer le nom. Ce n'est pas un simple ralentissement. C'est la fin d'une époque où l'emploi était synonyme de stabilité. Si les vagues de licenciements envahissent l'actualité, ce n'est pas un hasard. Elles répondent toutes à la même dynamique, un bouleversement profond que le marché du travail n'avait encore jamais affronté. Quand plus d'1,1 million d'emplois disparaissent en 10 mois, et qu'un seul mois suffit pour en effacer 153 000, ce n'est plus le signe d'une économie fatiguée. C'est la preuve d'une transition qui remplace les travailleurs plus vite qu'ils ne peuvent être réembauchés. Et ce moteur, c'est l'intelligence artificielle. L'IA a fait sauter la barrière qui séparait autrefois l'humain de l'automatisation. Lors des crises précédentes, les entreprises licencient à contre-cœur. Aujourd'hui, elles le font de manière calculée, presque mécanique. Car remplacer un salaire de 78 000 $ par un outil automatisé à 40 $ par mois, ce n'est plus un pari, c'est une évidence économique. C'est pour ça que plus de 160 000 employés du secteur tech ont déjà été remerciés en 2025. C'est aussi pour ça que plus de 575 entreprises ont restructuré leur fonctionnement autour des capacités de l'IA, et non plus autour du travail humain. Et ce choc frappe en plein cœur les emplois qualifiés. Des métiers autrefois jugés solides, finance, design, service client, RH, marketing, analyse de données se retrouvent compressés, absorbés dans des plateformes logicielles capables de faire en quelques secondes ce qui nécessitait autrefois des équipes entières. Voilà pourquoi les postes débutants s'évaporent. Non pas parce que les entreprises n'ont plus de tâches à accomplir, mais parce que l'IA les exécute avec une précision et une rapidité imbattables. Le signe le plus flagrant, l'embauche de jeunes diplômés, désormais en chute libre, 50% en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Pendant ce temps, un autre monde suit une trajectoire inverse, celui des métiers manuels. Électricien, soudeur, plombier, technicien HVAC, ces postes restent indispensables, impossibles à coder ou à exporter vers un serveur quelque part dans le cloud. Alors que les emplois de bureau s'effacent, le travail physique devient l'un des derniers refuges réellement protégés dans l'économie moderne. Résultat, le marché du travail s'est coupé en deux. D'un côté, ceux qui comprennent et maîtrisent l'IA. De l'autre, ceux que l'IA est déjà en train de remplacer. S'adapter n'est plus un bonus dans une carrière, c'est devenu le ticket d'entrée. Et pendant que les grandes entreprises se réorganisent autour de l'automatisation, un autre drame silencieux se déroule à l'échelle locale. Les petites entreprises, qui emploient pourtant 40% de la main-d'œuvre américaine, se retrouvent acculées. Les licenciements massifs des géants ne sont qu'une partie du problème. L'effondrement le plus dangereux se produit sur Main Street, où des milliers de commerces réduisent leurs effectifs ou ferment complètement, simplement parce que rester ouvert coûte désormais plus cher que ce qu'ils rapportent. Les petites structures vivent sur des marges tellement faibles qu'un rien suffit à les faire plier. Tarifs douaniers, hausse du prix des importations, coût des matériaux, assurances qui explosent, factures d'énergie en hausse, tout s'accumule. Là où un commerce pouvait survivre avec une marge de 3 à 5%, il doit maintenant absorber des hausses à 2 chiffres. Augmenter les prix. Impossible sans perdre les clients. Ne pas les augmenter. C'est la faillite assurée. C'est ce dilemme qui pousse des entreprises locales à supprimer des dizaines de milliers d'emplois, souvent par petites vagues, 10 ici, 20 là, des licenciements trop modestes pour attirer les médias, mais suffisamment nombreux pour vider des quartiers entiers de leurs emplois. Et pour couronner le tout, la demande chute au pire moment. Les consommateurs réduisent leurs dépenses, inquiets pour leur propre avenir professionnel. Les entreprises, elles, n'osent plus embaucher par peur de ne plus pouvoir payer les salaires. Quand la clientèle se contracte en même temps que les marges, c'est un piège mortel. Voilà pourquoi tant de vitrines restent désormais vides. Certaines petites entreprises ont gelé leurs projets, stoppé leur recrutement ou renoncé à grandir. D'autres ont tout simplement jeté l'éponge, estimant que continuer n'a plus aucun sens financier. Car contrairement aux géants, elles n'ont pas les moyens d'automatiser à grande échelle. Pas de capital, pas d'infrastructure, pas de chaîne mondiale capable d'amortir les chocs. Chaque dollar de pression financière, elles le prennent de plein fouet. Et cet effondrement des petites structures ne se résume pas à une statistique économique. C'est un transfert de pouvoir massif, des acteurs locaux vers des entreprises gigantesques qui prennent une place de plus en plus dominante. Moins de compétiteurs, plus de centralisation,
Et au final, une main-d'œuvre qui dépend de moins en moins d'employeurs et qui a de moins en moins de choix. À mesure que les petites entreprises s'affaiblissent, le pouvoir bascule vers les corporations, capables d'encaisser les tempêtes en licenciant plus vite, plus fort, et sans jamais perdre leur capacité à se réinventer grâce à l'automatisation. Pendant que les petites entreprises se battent pour garder 3 salariés sur la feuille de paie, les géants qui emploient 500 personnes ou plus continuent d'étendre leur territoire. Et ils y arrivent en faisant ce que les petites structures ne peuvent absolument pas se permettre: supprimer des milliers de postes du jour au lendemain pour protéger leurs profits. Car cette crise des licenciements ne touche pas tout le monde de la même façon. Elle est façonnée de manière à renforcer les plus gros acteurs, tout en effaçant, presque en silence, leurs concurrents les plus fragiles. Aujourd'hui, les grandes corporations ont adopté un mode de survie basé sur une seule obsession: l'efficacité. Plutôt que de supporter l'explosion des coûts, elles les déplacent sur les salariés grâce à l'automatisation, aux restructurations et à des coupes interminables. Voilà pourquoi on voit des annonces vertigineuses, parfois 20 000 départs d'un coup, alors même que ces entreprises continuent de générer des milliards de dollars de revenus. Ces licenciements ne sont pas les signes d'une faillite imminente. Ce sont des stratégies pensées pour gonfler les marges et rassurer les actionnaires. D'un simple geste, une corporation peut supprimer un service entier juste pour améliorer ses résultats trimestriels de 1 ou 2%. Et Wall Street, évidemment, applaudit à tout rompre. À l'inverse, les commerces de quartier n'ont aucune chance de rivaliser avec cette agilité-là. Ils ne peuvent pas remplacer leurs employés par des systèmes automatisés à l'échelle mondiale. Ils ne peuvent pas négocier leurs coûts d'approvisionnement comme des multinationales. Et ils n'ont surtout pas suffisamment de trésorerie pour survivre à une année entière où la demande baisse tout en gardant tout le monde au salaire. Pour un grand groupe, licencier 8% du personnel ne change pas grand-chose. La machine continue de tourner. Pour une petite entreprise, supprimer la même proportion d'effectifs revient souvent à fermer les portes pour de bon. Cette fracture transforme progressivement tout le marché du travail. Les grandes entreprises continuent d'embaucher, mais uniquement pour des postes très qualifiés, souvent liés à l'automatisation, tout en orchestrant les plus grosses vagues de licenciements de l'année. De l'extérieur, on a l'impression que tout va bien. Mais sous cette surface brillante, des millions de travailleurs disparaissent du système. C'est un modèle où quelques créations d'emplois très spécialisées masquent la destruction massive de postes ordinaires. Et plus les géants consolidèrent leur puissance économique, plus Main Street s'affaiblit. Les salariés deviennent interchangeables, les communautés perdent des employeurs locaux, et tout un pays se retrouve dépendant d'un nombre de corporations de plus en plus réduit. Dans ce nouvel équilibre, le marché de l'emploi est contrôlé par des acteurs dont le premier devoir n'est pas d'assurer la stabilité, mais d'offrir un rendement maximal aux actionnaires. Et dans une économie obsédée par l'efficacité, ceux qui perdent le plus de terrain sont ceux qui comptent sur les petites entreprises, sur les emplois locaux, sur les opportunités de proximité, toutes ces fondations qui se fissurent aujourd'hui. Cette domination des grandes entreprises ne redessine pas seulement l'emploi. Elle entraîne une bonne moitié du pays dans une récession silencieuse, une récession que les économistes hésitent encore à appeler par son nom. Pendant que les multinationales protègent leurs profits et que les petites structures s'effondrent, les 50% de ménages les plus modestes vivent dans une économie qui, officiellement, n'a pas plongé, mais qui, dans la réalité, ressemble à un véritable crash. Les revenus stagnent alors que les prix grimpent sans relâche. Les économies fondent. Et la pression financière atteint des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis la crise de 2008. Les cartes de crédit dépassent désormais les 1100 milliards de dollars de dette. Les taux d'intérêt, qui franchissent les 21%, transforment chaque achat banal en dette à long terme. Des millions de familles utilisent leur crédit non pas pour voyager ou se faire plaisir, mais simplement pour payer le loyer, l'alimentation, les factures. Les retards de paiement montent en flèche, les défauts sur les prêts auto et les cartes de crédit suivent la même tendance. Les ménages travailleurs ne peuvent tout simplement plus suivre le rythme du coût de la vie. Et cette tension financière est amplifiée par l'angoisse née du haut de l'échelle. Quand les gens voient 160 000 employés de la tech perdre des emplois très bien rémunérés, quand le recrutement retombe à son niveau le plus bas depuis 2011, quand les licenciements dépassent 1,1 million en 10 mois, forcément, ils arrêtent de dépenser. Ils n'ont plus la certitude d'avoir un salaire le mois prochain. Cette peur se diffuse partout. On remet les achats à plus tard, on évite les réparations, on repousse les rendez-vous médicaux, on scrute chaque dollar. Et quand des dizaines de millions de foyers adoptent ce même comportement, ce n'est plus une simple prudence, c'est le moteur même de la récession qu'ils redoutaient. La moitié inférieure du pays ne possède ni portefeuille d'actions, ni propriété locative, ni coussin de sécurité. Elle dépend uniquement des salaires, au moment même où ceux-ci perdent de la valeur, alors que toutes les dépenses battent des records. Le loyer accapare désormais entre 30 et 40% des revenus. Les mensualités de voitures avoisinent les 750 $. Même les besoins essentiels, garde d'enfants, nourriture ont augmenté de 2 chiffres en seulement 2 ans.
Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Pendant que les grandes entreprises s'offrent des programmes d'économie et des rachats d'actions, les travailleurs ordinaires en cassent les coûts. Pour la moitié inférieure du pays, la récession n'est pas une prédiction, c'est déjà la réalité quotidienne. Et ce n'est pas un phénomène isolé. Cette pression financière est alimentée par la vague de licenciements la plus brutale depuis la pandémie. Ce qui se produit en 2025 n'a rien d'un simple ralentissement. C'est une contraction coordonnée qui touche pratiquement tous les secteurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De janvier à octobre, 1,1 million d'emplois ont été supprimés, une hausse de 65% par rapport à l'année précédente. Rien qu'en octobre, 153 000 postes se sont envolés, un niveau qu'on associe généralement aux récessions les plus sévères. Et le plus inquiétant, c'est que ces suppressions ne viennent pas de sociétés en crise. Même les entreprises les plus rentables réduisent leurs effectifs, car maintenir les marges est devenu plus important que préserver les emplois. À ce stade, les employeurs ont supprimé 44% de postes de plus qu'en 2024, faisant de 2025 la pire année pour l'emploi depuis 2020. Le contraste est violent, les bénéfices restent solides, tandis que la force de travail s'effrite. L'une des causes majeures, c'est l'effondrement de la demande d'embauche. Les projets de recrutement ont chuté de 35% sur un an, atteignant leur plus bas niveau depuis 2011. Les entreprises n'annoncent plus qu'une chose, elles n'ont pas besoin de plus de travailleurs. Elles en veulent moins. Les offres diminuent, les candidats se multiplient, et des pans entiers de métiers disparaissent avant même qu'on puisse les remplacer. Avec à peine 40 000 nouvelles embauches prévues chaque mois, l'équation devient intenable pour des millions de demandeurs d'emploi. Cette situation crée un cercle vicieux. Moins d'emplois égale moins de dépenses. Moins de dépenses égale plus de licenciements. Et chaque nouvelle vague accentue la peur, la prudence et l'instabilité. L'économie se met à se dévorer elle-même. C'est pour cette raison que de nombreux analystes affirment que le marché du travail ne se stabilise, plus il se défait littéralement. La vague de licenciements ne ralentit pas, elle s'intensifie. Et en 2025, la détérioration de l'emploi ne se fait pas dans l'ombre. Elle se déroule au grand jour. Et des millions de personnes sentent ce basculement, presque en temps réel. Les embauches gelées, les restructurations soudaines, le silence angoissant après l'envoi de centaines de candidatures. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus un simple ralentissement de l'emploi. C'est un véritable carnage, et il est déjà en train de changer profondément la trajectoire de tout le marché du travail. La vague de licenciements de 2025 ne se calme pas, elle se transforme. Elle devient quelque chose de plus durable, de plus ancré, et surtout de plus inquiétant. Un marché de l'emploi où les suppressions de postes deviennent permanentes. Des analystes préviennent d'ailleurs que 2026 ne sera pas marqué par une grosse crise d'un seul coup, mais par une succession de licenciements continus, presque mécaniques, qui finiront par installer l'insécurité professionnelle comme une norme du quotidien. Autrement dit, au lieu de grands plans sociaux visibles, on s'oriente vers des séries de petites coupes, régulières, discrètes, qui s'enchaînent mois après mois. C'est cette dynamique qui pousse de nombreux économistes à parler d'une ère des licenciements perpétuels. Plus de la moitié des suppressions de postes en 2025 concernaient d'ailleurs des équipes de moins de 50 personnes. Des coupes trop petites pour attirer l'attention du public, mais suffisamment nombreuses pour provoquer un effet domino dévastateur. Grâce à ces réductions silencieuses, les grandes entreprises peuvent réduire leurs coûts sans provoquer de scandale et sans avoir à annoncer un plan massif à la une des journaux. Et sur le long terme, l'impact est brutal. Les employés ne se sentent plus jamais en sécurité, les entreprises restent constamment en mode réduction, et les embauches stagnent pendant des mois. On se retrouve alors dans un marché où la stabilité n'existe plus. Cette nouvelle logique est alimentée par les mêmes forces qui ont déclenché le carnage de 2025. Une demande qui s'effondre, des coûts opérationnels qui explosent et une automatisation adoptée à vitesse grand V. Dès que les entreprises estiment que le meilleur moyen d'avancer est d'ajuster en permanence leur masse salariale, les employés deviennent des variables. On les réduit dès que les objectifs financiers menacent de déraper. L'ancien modèle, on coupe une fois, puis on reconstruit, est clairement terminé. Le nouveau modèle, une contraction continue. Et ce qui rend cette nouvelle ère encore plus dangereuse, c'est le gouffre qui se creuse entre les postes supprimés et ceux qui apparaissent. Les entreprises éliminent des centaines de milliers d'emplois, mais ne prévoient d'embaucher que 40 000 personnes par mois, un niveau historiquement bas. Ce déséquilibre garantit qu'à chaque nouvelle vague de coupe, davantage de travailleurs tombent dans le chômage longue durée. Dans ce contexte, chercher un emploi devient l'une des missions les plus difficiles depuis plus de 10 ans. La concurrence explose, les salaires stagnent, et ceux qui perdent leur poste peuvent passer des mois à envoyer des candidatures sans la moindre avancée. L'ère du licenciement permanent ne repose pas sur un effondrement brutal, mais sur un monde du travail qui reste constamment exposé, vulnérable, et où personne n'est sûr de conserver son poste la semaine suivante. Cette tendance touche tous les secteurs, mais nulle part l'impact n'est aussi symbolique que dans la tech.
Pendant des années, ce secteur était perçu comme le terrain le plus sûr. Des salaires élevés, des recrutements en continu, des avantages énormes et des carrières tout tracées. Aujourd'hui, ce mythe s'est évaporé. Le secteur même qui a propulsé la croissance américaine est en train de démanteler ses équipes à une vitesse que personne n'aurait imaginée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 575 entreprises tech ont annoncé des licenciements en 2025, supprimant plus de 160 000 postes. Cela revient à environ 540 travailleurs tech qui perdent leur emploi chaque jour. Un niveau comparable à l'explosion de la bulle Internet, mais 2 fois plus rapide. Et cette chute n'est pas due à des faillites ou à un manque d'innovation. Elle est la conséquence directe d'une quête d'efficacité. Les géants de la tech ont découvert que l'IA peut accomplir des volumes de travail qui nécessitaient autrefois des équipes entières d'ingénieurs, de designers ou d'analystes. Les entreprises qui ont créé l'automatisation sont désormais celles qui l'utilisent pour réduire leur propre personnel. Et comme elles opèrent à l'échelle mondiale, chaque gain de productivité devient une justification pour encore couper dans les effectifs. C'est la nouvelle équation économique. Produire plus, payer moins. Mais cette transformation dépasse largement la Silicon Valley. Les emplois bien rémunérés de la tech faisaient vivre des économies locales entières. Seattle, Austin, la Bay Area, le nord de la Virginie. Aujourd'hui, ces régions voient des travailleurs expérimentés se retrouver au chômage du jour au lendemain, coincés dans une lutte féroce contre de jeunes diplômés, des candidats internationaux et des outils dits capables d'imiter leurs compétences en quelques secondes. Le marché est saturé. Les offres pour les postes techniques se sont effondrées, beaucoup d'entreprises ont stoppé leur recrutement, et le pipeline qui autrefois débordait d'opportunités est devenu un goulot d'étranglement où des milliers de candidats se battent pour quelques places. Même les étudiants qui avaient organisé toute leur vie pour entrer dans la tech découvrent une réalité totalement différente. Les recrutements de jeunes diplômés ont chuté de 50% par rapport à la période pré-pandémie. Et les salaires d'entrée, autrefois astronomiques, ont dégringolé. Le salaire moyen de départ tourne désormais autour de 68 400 $, loin des revenus à 6 chiffres qu'on leur avait promis. L'âge d'or de la tech est terminé, et sans cet écosystème comme moteur, c'est toute l'économie américaine qui bascule. Car lorsque même le secteur le plus tourné vers l'avenir réduit aussi violemment ses effectifs, cela révèle un changement beaucoup plus profond. Une économie qui a besoin de moins de travailleurs, qui les paie moins et qui ne garantit plus d'ascension sociale. Ce qui touche aujourd'hui la tech n'est pas un accident isolé. C'est un avant-goût de ce qui attend tous les métiers de bureau. La chute du secteur technologique a d'ailleurs provoqué un effet collatéral majeur. Elle a détruit les bases mêmes sur lesquelles les jeunes avaient construit leurs projets d'avenir. Pendant plus de 10 ans, on a vendu l'université comme le chemin vers la stabilité, une carrière fiable et un salaire confortable. Mais alors que les embauches s'effondrent et que l'automatisation remplace les postes d'entrée, les jeunes diplômés arrivent sur un marché qui n'a tout simplement plus de place pour eux. On assiste aujourd'hui à l'arrivée d'une génération confrontée à l'un des environnements les plus hostiles jamais vus. Les statistiques sont implacables. Les embauches de nouveaux diplômés ont chuté de moitié depuis la pandémie. Et même quand un jeune décroche une offre, le salaire est bien en dessous de ce qu'on lui avait laissé espérer. On lui promettait plus de 100 000 $. Il se retrouve avec une moyenne autour de 68 400 $. Un écart énorme qui provoque une crise financière avant même que la vie adulte ne commence. Beaucoup sortent de l'université avec des dettes énormes, parfois à 5 ou 6 chiffres, sans avoir les revenus nécessaires pour faire face au remboursement sans sacrifier l'essentiel. Le loyer peut engloutir 40% de leur salaire, ne laissant presque rien pour se construire un avenir. Plus de 40% d'entre eux admettent déjà avoir dû revoir leurs ambitions à la baisse tant la réalité économique est pire que prévu. Le pire, c'est l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Les postes d'entrée exigent désormais de l'expérience, que personne ne peut acquérir, puisque ces mêmes postes n'existent plus. Résultat, un diplômé sur 5 cherche un emploi depuis plus de 10 mois sans résultat. Beaucoup puisent dans leurs économies, repoussent leurs projets, retournent vivre chez leurs parents ou acceptent des emplois qui n'ont rien à voir avec leur domaine pour survivre. Et pendant ce temps, la peur de l'IA façonne totalement leurs perspectives. Selon les sondages, 90% craignent de perdre leurs avantages, leur flexibilité ou même leur futur emploi à cause de l'automatisation. Cette crise n'a rien de passager. Elle est le fruit direct des changements structurels dans les salaires, l'automatisation, les politiques de recrutement et les priorités des grandes entreprises. Elle révèle une vérité bien plus profonde. La première génération formée pour l'économie numérique est aussi celle qui subit la chute la plus brutale, au moment précis où elle devait décoller. Aujourd'hui, l'histoire du travail aux États-Unis n'a plus rien à voir avec la stabilité ou l'ascension professionnelle. Elle est faite d'incertitudes, de restructuration permanente et d'une lente destruction des repères sur lesquels les gens pouvaient autrefois compter. Les chiffres ne mentent pas. Plus d'1 million de licenciements en 10 mois, des embauches au plus bas depuis 2011, et des secteurs autrefois intouchables qui réduisent leurs équipes morceau par morceau. Dans les bureaux, dans les petites villes, dans les grands hubs technologiques ou dans les foyers des jeunes diplômés,
Tout le monde ressent cette transformation. La moitié inférieure des ménages vit déjà dans une situation économique qui ressemble à une récession, même si les chiffres officiels disent le contraire. Et au sommet du marché du travail, l'automatisation impose un rythme que les travailleurs ne peuvent plus suivre. C'est dans cette réalité que des millions de personnes tentent aujourd'hui de construire leur avenir. Un monde où les opportunités se raréfient, où les licenciements s'enchaînent, et où l'écart entre les attentes et la réalité ne cesse de se creuser. On assiste à la fin d'une époque, et au début d'une autre, bien moins confortable, où plus rien n'est garanti.